café. CSAPR, liberté. Liberté de choix. Exactement. La liberté coûte cher. On est prêt à se battre pour l'avoir. Effectivement, la liberté coûte cher, mais on l'aura. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi? On est lundi 26. Ouais, 26. Lundi 26. Donc là, il est à peu près midi, on est en train de manger. Là, il est 13h30. 13h30. Bon, aujourd'hui, pour moi, ça va être tranquille. Journée cool. Et ce soir, on fait une réunion préparatoire. Ce soir, première réunion préparatoire du groupe CSAPR. Ok. Mise au point des nouvelles actions. On est une équipe, on est un collectif. Il n'y a pas de chef chez nous, donc tout le monde propose des idées. Ouais. Dont notamment celle qu'on vient de te proposer il y a quelques minutes. C'est Ouais. très long à expliquer maintenant. On va développer. On va développer ce soir. Exact. Et surtout, on regarde en fonction de nos finances. Mais dès qu'il y a un rajout à faire, on est tous là à mettre la main à la pâte à nouveau, à la poche. On sera combien ce soir? 18 000 à peu près? Non, je plaisante. Non, beaucoup plus. On sera entre 8 et 10 Ouais, peut-être. entre 8 et Donc 10. c'est le noyau dur, quoi. Ah oui, c'est le noyau dur. C'est les responsables du CSAPR. Bon, on peut citer. Alors toi, Franck, par exemple, tu peux te présenter vite fait. Oui, donc moi, Franck Sanson. Alors Franck Sanson, accessible sur Facebook via Franck Sanson. Tout à fait, tout à fait. D'accord, donc si on cherche Franck Sanson, on va te trouver. On va me trouver. D'accord. Donc toi, tu es un... Ceux qui me cherchent carrément vont me trouver d'ailleurs. Hein. Ne fais pas ton Michel. Reste calme, ne fais pas ton Michel. Non, bon, c'est vrai qu'on est des libertaires et donc, en ce qui nous concerne, donc, mon identité a été déclinée. Moi, j'ai intégré le CSAPR un peu plus tardivement que toute l'équipe. J'ai essayé d'apporter ma contribution en termes d'image, en termes de publicité. Et j'espère que ça a porté ses fruits. Et j'ai considéré et je me suis aperçu que dans cette équipe, tout le monde pouvait parler. Et surtout que j'avais des volontés et des caractères assez forts pour pouvoir assurer notre mission, c'est-à-dire justement obtenir la libération. Voilà. Donc il y a Franck. Bon, Eric, on te connaît un petit peu déjà. Hein, on t'avait vu sur Paris. Oui, le 15 juillet. Voilà, le 15 juillet. Ouais. On rappelle hein, que tu fais auto-école ici. Oui. Voilà, tu es libéré depuis un an à peu près. À peu près, ouais. Tu es un des leaders du CSAPR. Exactement. Alors les autres personnes, tu me dis 8-9 personnes ce soir, les autres qui seront là, c'est qui? Oui, tout à fait. Il y aura Jean-François Maillot. Ouais. Il y aura Jean-Noël Klein, le trésorier. Puis d'autres chefs d'entreprise, des salariés qui sympathisent et qui nous aident dans notre tâche. On a souvent lors de nos réunions des gens qui viennent par intermittence, c'est-à-dire ce ne sont pas toujours les mêmes, il y a toujours un noyau dur, c'est-à-dire Eric, Franck, Jean-Noël et Jean-François, et puis Didier parfois. Didier court aussi d'autres lièvres, donc on le voit un peu moins souvent. Mais ensuite se joignent à nous lors de réunions différentes personnes qui nous apportent un peu leur lumière et surtout qui nous parlent de leurs problèmes, ce qui nous permet de réfléchir et de savoir ce à quoi on peut s'attendre et ce que l'on peut faire. Par exemple, on a Jean-Noël qui nous parlait de sa prochaine convocation au TAS et une idée nous est venue, c'est d'exciper un autre motif en droit qui est, comment dirais-je, Ce que Marine Le Pen a évoqué. ce que Marine Le Pen, sans faire de politique, peu importe, hein, ce que Marine Le Pen a invoqué lors de sa convocation chez les juges parisiens le mois dernier et qui a opéré, c'est-à-dire une espèce de une suspicion légitime, c'est-à-dire qu'elle a mis les juges en suspicion légitime, hein, un référé de suspicion légitime, c'est pas un référé, une procédure de suspicion légitime, ce qui permet donc de ne pas venir et de montrer qu'on croit très peu finalement en l'indépendance des juges. Voilà. D'accord. Donc on va essayer cette formule en suspicion légitime, espérons que ça marchera. De toute manière, il faut essayer toutes les armes qui sont en notre possession et ne pas avoir peur d'aller de l'avant pour parvenir à notre but. Voilà. Un guerrier affûte toujours ses armes. Tout à fait, sachant que ces gens qu'on a en face de nous fourbissent les leurs et puis surtout ont contre la justice européenne. C'est pour ça qu'on prépare actuellement une opération de grande envergure dont on ne parlera pas plus longtemps ce soir, enfin aujourd'hui, et qui sera développée dans les jours à venir avec toi notamment et avec d'autres sections du CSAPR et puis du LMPS. Et une grosse opération médiatique à laquelle les journalistes ne pourront pas faire fi. Une action qui se passera en métropole. En métropole et en Europe. Très bien. J'en dis pas plus. Il a oublié notre principal fer de lance représentative qui était à Paris, Estelle. Oui, Estelle, écoute ton discours était superbe. J'ai trouvé que tu as très bien parlé et puis finalement tu as très bien représenté le CSAPR.
ça correspondait totalement à ce que l'on attendait de toi et nous sommes fiers de le dire. Estelle fait partie donc du fer de lance des réunions qui ont lieu régulièrement. Elle est dans l'équipe solidaire du CSAPR. Voilà. Donc, Elle a été extraordinaire. bravo Estelle. Et la salle s'est levée pour l'applaudir, mais standing ovation. Eh ben on l'applaudit nous aussi. Hein. Merci. Salut les gars. à tous. Merci. Oui, je te disais, le fait, je ne sais pas si c'est uniquement les gens de ma génération, mais j'arrive à 50 ans et je m'aperçois que peu à peu nos libertés se réduisent. Nos libertés essentielles en plus, garanties par la Constitution, sous prétexte de sécurité, de protection, ce qui est totalement fallacieux. Je vais prendre un exemple bête. 1er septembre dernier, notre gouvernement a décidé d'interdire les paiements cash de plus de 1 000 euros. 1 000 euros. Qu'est-ce que représente 1 000 euros aujourd'hui? C'est aberrant. On est d'accord. Le fait de ne pas pouvoir, par exemple, retirer à la banque plus de 1 500, parfois 1 200, sans donner le motif du retrait que tu opères. Et l'employé est là pour te le rappeler. Attention, article du Code monétaire et financier. Pourquoi voulez-vous retirer 1 500 euros, monsieur, ou 1 600 euros, pardon? Et vous devez vous exécuter, donner la réponse, sinon vous n'avez pas votre argent. Je prends un autre exemple. Là, tu peux lui dire que tu vas acheter des bigorneaux avec. Ah mais c'est ce que je fais maintenant. Maintenant je mets shopping. Quand je retire de l'argent, je mets shopping. Vous pouvez même plus retirer votre argent à la banque sans expliquer par moult explications, sans finalement, enfin, vous devez vous justifier quand vous retirez. Tu es obligé de te dévoiler en permanence. Exactement. Toi, tu Vous dénudez. Franck, tu as voyagé beaucoup. Tout à fait, j'ai voyagé beaucoup et je m'aperçois que plus le temps passe, plus nos libertés se réduisent en France. J'ai voyagé en Autriche, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Asie. Et je m'aperçois qu'en France... T'as vécu là-bas? Oui, j'ai vécu. J'ai vécu dans certains pays pendant 4-5 ans. Et je m'aperçois que plus le temps passe, plus nos libertés se réduisent à néant. Alors qu'en revanche, pour ces gens-là qui nous votent des lois... En fait, tu faisais un signe tout à l'heure avec tes mains, une sorte de goulot d'étranglement. Tout à fait. J'arrive à 50 ans et je m'aperçois que plus le temps passe, plus je suis dans un goulot d'étranglement et plus mes libertés s'en ressentent. Plus je me sens asphyxié. Oui. On ne peut plus créer d'entreprise sans devoir tout de suite de l'argent. On peut plus dire telle ou telle chose sous prétexte que maintenant il y a des lois qui régissent ce genre de langage. On ne peut plus appeler un chat un chat. On peut plus rien faire. On peut plus avancer. On peut plus avancer. On peut plus avancer. Et surtout, je me sens totalement asphyxié. Et je suis un libertaire. Je suis un libertaire et plus le temps passe, et plus je m'aperçois qu'il faut que des gens réagissent. Et les Français actuellement, j'aime beaucoup mon pays. Moi aussi. Moi aussi, j'aime mon pays. C'est justement parce que j'aime trop mon pays que je me dis qu'il va falloir peut-être que je parte un jour. Je vais faire comme ceux qui ont quitté la France ou qui ont quitté la Russie au début du siècle dernier. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez ce nombre impressionnant de jeunes Français qui partent travailler à l'étranger. Quand vous faites une école de commerce maintenant, une grande école de commerce, on vous annonce et vous savez déjà que vous allez devoir, si vous voulez gagner de l'argent, j'ai dit, excusez-moi, une insulte, j'ai commis un crime, gagner de l'argent. C'est une honte. Comment tu peux parler comme ça? Parce qu'en France, c'est une honte. C'est devenu une honte. Rappelez-vous quand vous étiez gamin, quand vous disiez, quand je serai grand, je serai riche. C'était pas quelque chose de malsain. C'est devenu malsain maintenant. Parce que rappelez-vous ce que M. Hollande disait. Passer 4 000 euros, on est riche. Et moi, je n'aime pas les riches. Eh bien, je demande à M. Hollande combien il gagne par mois. Un couple qui gagne 2 000 euros maintenant chacun, c'est considéré comme des riches. Ils payent tout, ils ont droit à rien. C'est eux qui se font frères. Hein. Tout à fait. En France maintenant, on préfère opérer un remplacement de population en assistant ceux qui n'ont rien, ceux qui ne cotisent en rien, ceux qui viennent, et on laisse partir toutes les forces vives, tous ceux qui veulent créer de l'emploi, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent que l'économie redémarre. Il est là le problème, c'est que ces jeunes qu'on laisse partir et qui ne reviendront pas. Le dernier sondage en date, plus de 28% des jeunes ne veulent plus revenir en France. Je parle de ceux qui sont partis déjà. C'était à 13% il y a 2 ans. On est à 28%. Et moi j'angoisse. J'angoisse pourquoi? Parce que la France est en train de devenir un pays totalement économiquement non viable. Non viable. Et j'ai pas d'enfant. Je ne suis pas marié. Quand je discute avec des gens qui ont des enfants, je leur dis,
faites-lui faire des études, ou faites-la partir. Australie, Canada, Angleterre, États-Unis, mais surtout pas la France. Surtout pas la France. Ça sera son tombeau, ce sera sa tombe. Le constat est dramatique. Mais le constat est dramatique. Vous ne pouvez même plus vous dire maintenant, je vais créer une entreprise, je vais gagner un petit peu d'argent, sous peine d'être coupable. Vous êtes guilty, vous êtes coupable. Ouais. Le fait de vouloir gagner de l'argent, c'est être coupable. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est toujours tiré vers le bas. Ouais. Toujours. Faut pas que les têtes dépassent. Faut pas que les têtes dépassent. Ça dérange le pouvoir. C'est jamais par le haut. C'est jamais par le haut. Et ça, j'en suis malade. Complètement malade. Eric, tu as peut-être quelque chose à dire? Ouais, j'ai quelque chose à dire aussi. Tu sais, mon père, il y a quelques années, il a quitté la Réunion parce qu'il a passé le concours de facteur. Il était communiste. Il se battait pour l'indépendance, mais pas le communisme dur, pur et dur, comme on l'a connu par les médias, parce qu'il voulait sa liberté, mon père, ici. Et donc, on l'a muté automatiquement en métropole. On lui a dit, au bout de 3 ans, vous allez revenir. Il est revenu au bout de 30 ans. Il a été envoyé là-bas par le Bumidum qui était mis en place ici. On parle beaucoup des enfants de la Creuse. On ne parle jamais des enfants du Bumidum. Moi, je suis un enfant du Bumidum. Et je suis revenu révolté avec tout ça, parce que mon père est venu ici pour sa retraite, il est mort quelques années après. Et ça, je ne l'ai pas supporté, je ne supporte toujours pas. Franck parlait des 1000 € tout à l'heure, mais leur caisse noire de ces hommes politiques, là, elle s'élève à combien leur caisse noire? 150 000 hein? Ils ont le droit à 150 000 € par an, je crois. Oui, oui, et nous, on n'a le droit à rien. Il distribue cette enveloppe comme il le souhaite. Exactement. Mais il serait intéressant également, excuse-moi de te couper, Eric, il serait également intéressant de savoir, puisqu'on a eu confirmation, combien de charges sociales sur leurs indemnités ces députés payent, qu'ils l'annoncent au peuple, et depuis quand ils payent. Je crois qu'on aurait une bouffée de rire. On doit être à 0,5%. On est à 0,5%, en tout cas on n'est pas à 1%, et surtout c'est depuis 2013. 2013, ce qui veut dire qu'avant ils ne payaient pas de cotisation sociale. C'est-à-dire que ces gens qui nous imposent une pseudo-solidarité n'y participent en aucune façon. Non. Ce sont les 20 millions de Français du privé qui travaillent pour payer les 40 millions d'autres Français qui ont besoin de sécurité sociale, etc. On appelle ça la solidarité, mais ce n'est pas leur solidarité à eux. Leur solidarité à eux, elle est où? Elle est dans leur mandat, au pluriel si possible. Elle est dans leurs indemnités et elle est dans leur caisse de régime privé. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là qui parlent d'universalité, comme M. Hollande le fait, je m'adresse à vous, M. Hollande, cette universalité de la sécurité sociale, il s'agirait peut-être d'abord dans un premier temps d'y cotiser convenablement, à part égale avec les gens du privé. Vous seriez alors peut-être autorisé à en parler. Voilà. On dit toujours, il y a un beau proverbe, les conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. Les payeurs, tout à fait. Oh, tu as lu mon texte, toi. Tu as lu mon texte. Ah bon? C'est mon article hier soir. Donc voilà. Non mais voilà, c'est une révolte. Puis mon père est venu ici, j'ai quitté la Réunion, j'avais 3 ans. D'accord? Mais je venais en vacances régulièrement avec les congés bonifiés. Mais c'était pas suffisant. Je regrette pas d'avoir vécu en France, j'ai connu plein de choses là-bas. Mais quand je voyais dans quelle souffrance se trouvaient les Réunionnais ici, je dis c'est pas possible. La première liberté, c'était Radio Freedom. Et là, ça a vraiment déclenché pas mal de choses. Et aujourd'hui, on continue avec le CSAPR. Et bon, on va aller jusqu'au bout, on ne lâchera rien. Je suis prêt, comme on disait tout à l'heure, à faire de la prison, pourquoi pas. Mais ma liberté, je tiens à la garder, ma liberté. Elle ne se négocie pas. Exactement. J'espère que d'autres personnes nous rejoindront dans notre combat. On est déterminés. Moi, personnellement, j'ai rien à perdre. J'attends, je milite et on ne touchera pas à ma liberté. On touchera pas à ma liberté. Comme Franck, je suis prêt à m'expatrier pour aller vivre ailleurs. C'est grave quand même. Alors qu'on aime notre pays. C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Je ne sais pas quoi dire parce que moi je le ferai pas. Je peux pas dire Fontaine, mais j'irai jusqu'au bout. C'est clair. Bah, on ira jusqu'au but du combat, mais il arrive un moment où ces gens peut-être souhaitent nous voir partir, car finalement... ça veut dire qu'ils auront gagné. Oui, mais tu sais, je pense qu'ils ne veulent pas de citoyens. Ce qu'ils veulent, c'est des gens serviles. Mais on n'est pas des citoyens. Non, nous sommes des électeurs. Exactement, ils ne veulent surtout pas de citoyens. Pourquoi tous les hommes politiques sont contre notre combat et surtout considèrent que la sécurité sociale française universelle, c'est la panacée. Non. Ils sont pas contre. Ils sont d'accord avec nous. Mais hors caméra.
devant les caméras, on est d'accord. ils font les canards. Ils font les canards. Parce qu'il y a 750 milliards d'euros en jeu tous les ans. Absolument, absolument. Et c'est rien à côté du budget de l'État français. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là qui ne veulent pas faire avancer le schmilblick, quand bien même ils savent qu'ils nous conduisent dans le mur, continuent de plus belle. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a leur carrière en jeu. Oui. Tous les votes s'achètent, il faut le dire, tous les votes s'achètent. Donner de l'argent, distribuer des prébandes et des oboles, des RMI, des RSA à des gens pour les faire voter dans le sens que vous voulez les faire voter, ils y arrivent et c'est leur but. Donner la liberté, donner du travail à des gens, c'est leur donner de la liberté. Et leur donner de la liberté, surtout pas. Donc finalement, on peut considérer une chose, c'est que la crise leur convient tout à fait. Ben, la crise leur convient tout à fait. Il y a un seul pays en ce moment qui, en Europe, peut se targuer d'avoir comment dirais-je, des réactions et des discussions relativement intéressantes et démocratiques. Je parle de l'Angleterre. Exact. Quand j'écoute Nigel Farage, dépend comment vous prononcez, quand j'écoute Nigel Farage, quand j'écoute quand je vois ce qui se passe en Estonie, ces pays nouvellement admis dans l'Union européenne, qui revendiquent leur identité et qui ne veulent pas se laisser bouffer, je dis bien bouffer, par l'Europe, je trouve qu'ils ont raison, il n'y a pas de problème. Nous, on est en train de se faire totalement vassaliser par l'Allemagne, hein, qui a un euro, j'allais dire un Deutsche Mark, c'est révélateur, c'est un lapsus révélateur, qui a un euro très très fort, et la France, qui normalement, lors de la création européenne, aurait dû faire la parité, se retrouve à la portion congrue, peut-être 20%, 30%, mais qui n'a plus voix au chapitre avec l'Allemagne. En fin de compte, on est parti vers une grande chancellerie allemande, avec un diktat américain, et puis peut-être quelques responsabilités pour la France, mais je suis désolé, moi j'aime mon pays, j'aime la France, et je dis que depuis qu'on a arrêté le fonctionnement de la planche à billets et qu'on a arrêté de créer de la monnaie avec la Banque de France, on a perdu notre autonomie. 74 74, c'était juste avant l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir, c'était la mort de Pompidou en 73. Donc il faut... Pompidou, c'était Rothschild, hein, c'était un ancien de la banque Rothschild, donc il savait où est-ce qu'il allait quand il a voté ces lois-là, de devoir emprunter forcément à des banques privées avec intérêt, ce qui a doublé, ce qui a creusé le déficit français. Et avec ces gens-là au pouvoir, qui sont issus des banques, qui travaillent avec les banques, hein, qu'on a déjà renfloué, il ne faut pas l'oublier, et qui nous tondent jour après jour, on n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir. Donc soit le citoyen se réveille et se dit qu'il y a quelque chose à faire et rejoint un groupe qui puisse lutter contre ces dictats européens, et cette Europe-là, on n'en veut pas. On veut bien une Europe des nations avec des collaborations entre États, mais une Europe uniforme, insipide, telle qu'on nous la présente, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il faudrait déjà que les États-nations respectent les lois européennes. C'est un autre problème et c'est l'objet de notre combat au CSAPR. C'est simplement pour que la France respecte justement cette directive européenne qui nous permet de nous assurer là où on le souhaite, ce qui pourrait donner une bouffée d'oxygène, comment dirais-je, aux petits entrepreneurs et aux salariés, et qui permettrait peut-être de relancer, même certainement, l'économie, et ce qui sauverait la vie quand même de 2 ou 3 petits patrons chaque jour qui se suicident. Merci le RSI. Ah ouais non, le RSI a dit qu'il n'y avait pas de statistiques, Franck, donc... c'est vrai, c'est peut-être des eux, ils fonctionnent que en statistiques. Mais il y en a eu, je crois. Ils fonctionnent pas, CGPME, je crois, on n'a même pas le droit de leur dire ça parce que ça les blesse. D'accord. Ça les blesse. En fait, nos arguments reposent sur du sable. D'accord. Tu vois ? Voilà. Donc la mort des gens, c'est du sable. Et les mises en demeure qu'ils envoient de 40, 50, 80 000 à des pauvres... Ça n'existe pas. Ah non, non. Les 2000 entreprises qui ont fermé en 2014, 2015 à La Réunion, ça n'existe pas. Non, ils sont là pour faire du bien aux entreprises. D'accord, écoutez, les statistiques, on peut leur sortir, nous, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Ok.